Bah, c'est là où on reconnaît aussi le génie de Steven Spielberg en tant que metteur en scène, parce que en directeur d'acteur, c'est déjà compliqué de base, d'adulte à adulte, mais alors d'adulte à enfant, c'est un truc de fou. Et c'est un des seuls plus grands directeurs d'enfants, on va dire, du cinéma, quoi. Il y en a peut-être d'autres, tu vois, Chris Columbus ou des gens qui ont travaillé avec beaucoup d'enfants. Polanski. Oh merde. Allez, le point polo là. On direct. le cite régulièrement. Hein. C'est vrai que c'est un point polo. Ouais, c'est le point P. Le point P, voilà. Non, mais voilà, il est reconnu en tant que directeur d'enfants. Fuck it. In a world. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune Objectivité. Aujourd'hui, on déroule à nouveau le tapis rouge à tonton Stevie, Steven Spielberg, qui après nous avoir enchanté en chanson avec son adaptation de West Side Story, nous revient plus intimement sur sa propre histoire à lui. Son enfance, ses tracas, sa famille, sa vie, mais surtout la naissance d'une passion que l'on appelle cinéma. Comment, pourquoi, avec qui et dans quel contexte Steven Spielberg a-t-il été un jour touché par la grâce du 7e art? C'est là tout le propos de son dernier film, The Fabelmans. Un film déjà salué par la critique et les récompenses, et nous prendrons comme prétexte sa bande-annonce pour revenir sur l'enfance de notre tonton ciné préféré. Ambiance, première expérience, cinéma. Sont réunis avec moi autour de cette table pour parler de ce film revenant sur l'amour du cinéma. Ma team de cinéphiles préférée, Clémence est là avec nous. Salut Clémence. Hello. Alors, première expérience ciné, raconte-nous. Embarque-nous dans le rêve du 7e art. Ma première expérience ciné, c'était Toy Story au cinéma. C'était en 95 et j'avais 4 ans. Donc en fait, je n'en ai aucun souvenir. Le souvenir que j'ai, c'est la place de ciné que j'ai gardée dans une boîte jusqu'à à peu près ma vingtaine. Tu sais, les trucs que tu gardes en souvenir. Et du coup, c'était la place de ciné la plus ancienne que j'avais, qui était tout effacée. Et je sais juste que c'est le premier film que je suis allée voir, mais j'en ai aucun souvenir. Wow. Trop petite à 4 ans. Je fais pareil moi aussi, je garde un peu les tickets, soit des expos musées, soit souvent des places de cinéma aussi. Et en plus, c'est plus marquant, même le premier ticket de métro quand je suis arrivé à Paris, je l'ai gardé, Ouais. tu vois. Ça a une petite valeur émotionnelle. T'aurais dû me celui-là. Si j'avais su. Et sinon, vraiment, mon premier souvenir dans une salle, c'était sur Hercule. Donc peut-être 2-3 ans plus tard, quand on découvre l'Olympe au début du film. Ouais, et ça, c'est mon premier souvenir sur un écran d'un truc qui m'a fait rêver. Moi aussi, c'en est un des Voilà. souvenirs. Pas le premier, mais c'en est un aussi. En tout cas, biberonné à Disney, la Clémence. Ouais. Erwan aussi est là. Salut Erwan, comment Hello. ça va? Bah, ça Alors, va très bien. ton entrée dans le monde du cinéma, toi, ta première expérience, raconte-nous. Très tardive. Cinéphile sur le tard. J'avais 12 ans. 11 ans. C'était en 2002. C'était Le Seigneur des Anneaux 2 que ma grand-mère nous avait emmené voir. Pas emmené voir. Elle nous avait déposé au cinéma avec mon cousin en mode bon, arrêtez de me casser les couilles là, ça dure 3 heures. On va être tranquille. Je vais pour être l'après-midi. tranquille. Et je crois que du coup, j'avais pas vu le 1. Oh là là, mais quel gâchis. Ce qui est plutôt pas mal parce que du coup, bah, quand t'as cet âge-là, vaut mieux voir le 2 qui est très. Enfin, Je veux pas écouter ce que tu veux dire. Qui est très quoi? bah, qui est plein. Il y a plus de Plus batailles rythmé. quoi. Ouais, plus rythmé. Il y a le gouffre de Helm et compagnie. Enfin, moi, j'avais adoré et du coup, c'est peut-être ça qui m'a du coup motivé après à voir, pour recommencer par le 1. T'as pas dû tout comprendre du coup. Hein. Non, par contre, j'ai rien compris, mais ça se cassait dans tous les C'est quoi sens, donc cette j'étais histoire content. d'anneau. Mais qui est Aragorn? Je ne comprends pas. C'est qui ce vieux schnock qui apparaît dans la forêt? C'est qui ce mec qui fait du surf sur des escaliers, les chelous? Non, mais ouais, on n'était pas très ciné dans ma famille. On regardait des films qu'en cassette. Ah, ouais. Mm. VHS, hein.
enregistré. Nous sommes vieux. Eh, Et Kevin aussi, pour terminer, Oui, il est là. bonjour. Ma première expérience ciné, moi j'étais très petit, j'avais 4 ans aussi. C'était en 94, c'était le Roi Lion. Pareil, j'ai pas de gros souvenirs de ma séance, à part que après je prenais de la sauce tomate et que je la mettais sur mon front parce que je voulais être comme Simba. Alors ça, j'ai pas de grands souvenirs. Mais par contre, mon année qui m'a vraiment marqué au ciné, c'était 2001, où j'étais allé voir avec ma grand-mère, et j'avais 11 ans, j'étais allé voir avec ma grand-mère Spider-Man, le premier, Le Seigneur des Anneaux, le premier, Harry Potter, le premier, très belle année. Il y avait la menace fantôme Ah oui, aussi, pas le même soir. Non, ça j'ai pas... c'était avant Non, c'est 99. 99, ouais. Enfin, Clémence, révise tes Pardon, dates. Hein. pardon. Oh merde. Attends. Non, mais Putain, Mais c'était une belle ère de blockbuster, en effet. c'était très bien. Année 2001, très très bonne année. Pour Très le très cinéma. bonne année, Ouais. très bon Mhm. vin aussi, bien Il sûr. y avait l'Odyssée de l'espace aussi, je crois. Waouh. Ouais, en effet, cinéphile Ouais. sur le tard. Ouais. Et sinon, Romain, toi, ta première Ah oui. année de ta première année, non, ton premier souvenir. Mon premier Le souvenir ciné, voilà, je pense que les On se auditeurs, demande. auditrices fidèles à l'émission ne le savent pas encore. Mais ça va faire le lien avec l'épisode d'aujourd'hui parce que c'était Jurassic Park. Hein. J'en ai déjà Mais non. parlé 1001 fois ici autour C'est quoi de ça, Jurassic Park en gros, tu peux nous un expliquer petit film qui a très peu marché à l'époque. Mais nous sommes en 1993 et ma mère me conduit avec elle à cette séance ciné de Jurassic Park, accompagnée de mon frère et ma sœur. Et je ne sais pas pourquoi elle a eu cette idée-là, va savoir, mais en tout cas j'ai assisté pour ma première fois au cinéma à Jurassic Park et je découvre l'univers de Steven Spielberg sans savoir qui il est encore. Moi je ne me souviens que des grosses bébêtes qui crient, de moi en pleurs dans les jupons de ma mère. Et le souvenir, il reste gravé à vie dans ma tête, quoi. Et c'était les fameuses doubles séances. Je sais pas si vous avez le souvenir de ça, mais il y avait une époque où on faisait des doubles séances. En tout cas, c'est ce que mes souvenirs d'enfance me racontent. Ça se trouve, c'est complètement faux. T'avais juste la pub avant. Hein. Non, mais j'ai vraiment le C'est pas souvenir un d'avoir film. vu. En fait, t'as vu film. des BA. Peut-être. Et en vrai, peut-être. Mais en tout cas, je ne sais pas. Mais je me souviens de la gueule du T-Rex qui crie, moi qui pleure. Et après ça, il y avait Aladdin de Disney. D'accord. Donc voilà, Ok. on passe du coq à l'âne, quoi, direct. Mais voilà, ce sont mes premiers souvenirs cinéma, c'est Steven Spielberg et Walt Disney. Et le T-Rex t'a fait pleurer alors? Le T-Rex, bah ouais, mais attends, t'as 4 ans, tu vois ça. Bah oui, c'est clair. Donc, mais voilà, après, une histoire d'amour est née, une histoire d'amour pour cet homme qu'est Steven Spielberg, pour le cinéma et pour les dinosaures aussi. Comme quoi, il a tout initié. Et ça tombe bien, ça fait une parfaite transition, du coup, mon histoire avec le film d'aujourd'hui, étant donné que nous allons parler de Steven Spielberg qui nous revient avec son dernier film de Fabelmans. Et son dernier film, en plus, va parler, lui, de comment Steven Spielberg est devenu Steven Spielberg et comment le cinéma est venu un jour dans Le sa cinéma. vie. Le cinéma. Comment le cinéma est devenu le cinéma. Donc on n'a plus besoin de présenter Steven Spielberg. Hein. Franchement, si vous ne connaissez pas Steven Spielberg, c'est que vous sortez d'une grotte ou d'un coma de 38 ans. Mais voilà, Steven Spielberg, grand créateur d'émotions, génie du cinéma, un des piliers fondateurs de ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, hein, avec ses copains Scorsese, Coppola, j'en passe George d'autres, Lucas. George Lucas, De Palma. voilà, celui qui a un peu remodelé le Hollywood à une époque, hein, et puis premier instigateur du mot blockbuster. Je crois qu'historiquement, c'est lui qui a fait le premier blockbuster, enfin en tout cas considéré comme tel, avec Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer. Mais voilà, un réalisateur qui a parcouru beaucoup de genres, que ce soit du film de guerre à la science-fiction, au film d'horreur, ou bien simplement au biopic historique, au drame historique. La comédie musicale. La comédie musicale aussi, et puis producteur aussi de pas mal de films d'animation, notamment un des fondateurs aussi de DreamWorks. Bref, Steven Spielberg est un pilier du cinéma et il le prouve encore aujourd'hui en étant là, présent, et avec un film qui a déjà été salué par la critique et qui est déjà nommé à beaucoup de catégories aux Oscars, et qui en plus de ça, ce film, il faut savoir qu'il a déjà 2 Golden Globes à son actif pour meilleur film Mais Ah bon et Mais meilleur quel pour The Fabelmans. Oui, mais quelle catégorie? Meilleur film et meilleur réalisateur. Quelle cérémonie? Les Golden Globes. En quelle année? Et on parle de Golden qui? Globe. Steven Spielberg. Vous arrêtez un peu. Le cinéaste le plus rentable de tous les temps, ses films ayant rapporté plus de 10 milliards de dollars. Voilà, bref, mettez-vous à genoux et saluez le génie qu'est Steven. Pour revenir sur ce film, vite fait, pour vous raconter un peu ce qui se passe derrière en coulisses, c'est un des films pour lequel il va reprendre sa plume de scénariste, parce qu'il faut savoir qu'il n'a pas écrit de scénario, Steven Spielberg, depuis Intelligence Artificielle. Ah. Donc ça commence à dater déjà, hein, Intelligence Artificielle. Et là, il revient avec Tony Kushner au scénario, et forcément, je pense que c'était obligatoire, étant donné que ce film a une portée autobiographique. Ça faisait depuis 2001 alors, je crois que c'est 2001. C'est ça. AI. Bien, tu vois, comme quoi t'es bonne en date. Hein. Et avant C'est ça, un de mes films préférés, AI.
Avant ça, il en écrivait beaucoup des scénarios ou Il en c'était a de écrit temps en temps d'autres, mais depuis 2001, il n'avait plus touché au scénario. Il se contentait juste Ok. de réaliser. Donc voilà, c'est ce que vous devez savoir avant qu'on se lance dans cette BA de Fabelmans. À noter que aussi depuis 2001, il a adapté pas mal de choses qui étaient déjà, qui étaient des scénarios adaptés en fait, Ouais, d'œuvres beaucoup. littéraires. Ou bien des biopics historiques, on peut penser à Lincoln, ou encore à d'autres films comme Amistad qui reviennent en manière plus dramatique sur l'histoire de son pays, les États-Unis. On y va, on se lance. La BA. Allez. La BA de Fabelmans, allez, projecteur. Des étoiles dans les yeux. Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. Samy ? Tout paraît différent avec ces lumières. Je ne retrouve pas la maison. C'est celle qui est toute noire où il n'y a pas de guirlande. Dans cette famille, c'est les scientifiques contre les artistes. Samy est dans mon équipe, il tient de moi. On va faire quoi comme film? Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant. Elle aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'elle a dans le cœur, tu l'as aussi. Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby. Maman a pris un singe. Mais pourquoi t'as pris un singe? Parce que j'avais besoin de rire. Il faut toujours que tu monopolises l'attention. Arrête de lui crier dessus. Tu n'arrêtes pas de me manquer de respect. Je suis quand même ta mère. La famille, là, ça va te déchirer en deux. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée? Waouh! La bobine, elle tourne. Elle Ouah, la tourne. péloche. La bobine. Ah, magnifique plan de bobine pour terminer cette BA de Fabelmans qui vend déjà du rêve, mais là peut-être que je me lance un peu trop rapidement dans l'émission. On vous dira ça après avoir analysé cette BA. Et pour commencer, il nous faut des bases solides comme les statistiques, vous le savez. Les statistiques de cette BA en nombre. Cette BA, combien de plans y a-t-il dans cette BA? 0,6. Combien de plans, Ah, Erwan? de plans, combien? Putain, je suis allé trop vite, pardon. C'est la reprise Mais des j'ai BA, trop on hâte sent qu'on du- n'est plus trop dans le Combien de plans truc. il y en a? 400, non 200, non c'est 200, Non, 100, 400, mais il est fou lui. 3. Et les choses sont bien faites chez Tonton Stevie. Il y a 100 plans, pile Ah poil. oui. Bah voilà. Oh. 100 plans pile poil en 2 minutes 22. Voilà, ce qui on- fait 0,6. on reste, ce qui nous fait du 0,7 plans par Ouais, seconde. mais je suis très fort en maths, ouais, Ouais. c'est ce que je voulais dire. Donc Mais c'est voilà. la nouvelle moyenne, 0,7. C'est la nouvelle moyenne, on le Mm, rappelle, qu'on Donc avait c'est établi. tout à cette fait. nouvelle moyenne. C'est Steven, en fait, peut-être que c'est lui qui définit les moyennes, finalement. C'est lui Oh. le père fondateur. hein. Bah oui. Ouais, peut-être. La BA nous montre 2 minutes d'image. Le film dure 2h31, ce qui nous donne une stat de 1,3% d'images dévoilées. Wow! Voilà. On voit 1,3% du film dans la BA. je me rends pas compte. Voilà, Voilà, c'est la stat OSEF, ça. hein. Mais bon, on s'y attache, quoi. Un peu comme Clémence avec ses tickets de cinéma, bah, c'est pareil, on n'a pas envie de la lâcher, cette stat. Évidemment, ce sont des chiffres qui m'ont été envoyés par El Calculator, qu'on embrasse, qui nous reviendra On pense à lui. bientôt. Il n'a jamais failli à sa tâche. Allez, on ouvre la BA, ne perdons pas de temps, parce que vous allez voir que dans cette BA, on va en profiter pour parler de l'enfance de Steven Spielberg, de comment il en est arrivé là. C'est ce que le film va raconter, mais on va pas se faire con pour le coup. The Fabelman, c'est les Spielberg, quoi. hein. Donc voilà. D'ailleurs, moi, petite anecdote, quand il y avait le nom du film qui avait été sorti dans la presse,
c'est The Fabelmans. J'étais en mode, mais ils ont pété un câble, c'est The Fablemen. Je croyais vraiment que c'était les hommes de la fable. Trop con, quoi. En fait, non, c'est le nom de famille de la famille. Et on débarque tout de suite dans cette famille pour ouvrir cette BA. On découvre Michelle Williams qui offre une caméra Super 8 à un petit garçon. Ce petit garçon qui n'est autre que l'image de Steven Spielberg, qui n'est autre qu'un petit Fableman. Un Fable Kid. Fable Kid pour le coup. C'est le Fable Kid. Il ressemble au petit garçon des Kinder Surprise. Des Kinder. Petit garçon Kinder. Bah oui. Un peu effrayant avec des grands yeux bleus. Il a eu un beau cadeau. On lui remet tout de suite cette belle caméra Super 8 qui va créer la légende. La voix off nous dit, la maman s'exprime, les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. Vrai ou faux, les films sont-ils des rêves que l'on n'oublie jamais? Il y a des cauchemars aussi. Parfois, c'est des cauchemars. Des cauchemars, ouais. Comme par exemple, quel cauchemar dernièrement? Oh bah Venom 2, par exemple. Quel cauchemar? Ouais, non, je pensais plus à un cauchemar qui déguise en rêve, qui peut avoir des attraits, un truc comme Chronique d'une liaison passagère, par exemple. Ah, je ne te permets pas, monsieur. Qui se veut un rêve, mais qui Comment en fait... on peut parler de Mouret alors que c'est un épisode sur Spielberg? Comment est-ce arrivé? Mouret, le Spielberg français. Vivement qu'on arrive Selon au film lui. autobiographique. Selon lui. De Mouret, ce serait magnifique. Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. La transition sur un train mécanique, un petit train joué, avec en opposition tout de suite dans le montage de la BA, le roulement du projecteur qui vient s'additionner au roulement du train, de la locomotive. Et pourquoi un train? Et pourquoi un train? Ah, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle quand même la France, monsieur. La SNCF. Déjà, mais la France, des frères Lumière, monsieur. L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Ciotat. Bien sûr. Eh oui, rappelons-le, nous Nous avons créé le cinématographe. Sans les frères Lumière de Spielberg, il n'y aurait pas. Alors c'est bon, hein. Non, mais Et sans la gare de la Ciotat, il n'y aurait pas de film, il n'y aurait pas... C'est vrai. Sans la SNCF, rien. Bah, va savoir, écoute. La SNCF, elle peut tout faire. Hein. Mais c'est l'appel à l'aventure, là, tout de suite, l'appel au voyage. Hein. On nous montre notamment une image de main d'enfant qui abrite les images de ce projecteur qui est lancé, sur laquelle la pellicule défile. Et je trouve ce symbole fort parce qu'il exprime clairement, visuellement, le fait que à travers ces petites mains-là, se cache un grand génie et que dans ces petites mains se cache une grande carrière. Wow. Et que dans les mains de Steven, il abrite le cinéma. Il s'approprie, il le récupère. C'est son imagination au creux de la paume. Mais c'est beau, n'est-ce pas, à cette nous image. être tendus. C'est beau cette image. Hein. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup déjà pour commencer. Ensuite, la mère, du coup, elle frappe à la porte. En l'appelant Samy. Samy, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, parce qu'il s'appelle Samuel de son vrai nom de naissance. C'est ça, le nom hébraïque de Steven Spielberg, c'est Samuel. Ouais. Mais non. Donc, du c'est coup, l'oncle Sam en fait. Le pas petit c'est pas Samy. Stéphane du coup. Oui, c'est pas Stéphane. Très déçu. Non, Steven, c'est Samuel, en nom juif. Du coup, on continue dans la BA. Sa mère s'installe avec lui devant les images du projecteur. Et là, bam, dans la BA, on voyait le piano. C'est parti. Tu fais bien les variations de Goldberg. Et on assiste aux premières images de ce qui semble être le premier film de Steven Spielberg. Hein. Ouais. Son premier film est fait avec des maquettes de trains, notamment. On peut voir cette locomotive qui fonce à toute berzingue dans un bateau. Ouais. Sur les rails. Ce qui arrive souvent. Ce qui arrive souvent, ouais. Ouais, dans les pays littoraux en tout cas. Et c'est la fin du film. Du premier film de Steven Spielberg. Et la mère chiale, parce que c'est nul. Je voulais qu'on fasse une réaction chrono express de ce film. Alors qu'en avez-vous pensé? Tour de table, Clémence, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? J'ai trouvé que c'était une vraie fulgurance artistique, c'était créatif, ça disait tout le désastre du 21e siècle. Erwan? Très bon début, ça fera une super après-midi sur NT1. Et Kevin? Une vraie ambition visuelle, mais une paresse scénaristique qui me paraît quand même un peu aberrante à son âge. Mais c'est son premier film et ça c'est une vraie... Mais c'est vrai qu'on dirait que sa mère c'est un peu comme les mères quand tu leur offres un collier de pâtes, tu vois, c'est genre, c'est bien, c'est magnifique, quand tu montes ton dessin c'est qui le est pas plus beau beau cadeau qu'on m'ait jamais fait et il y a le père derrière qui vient de lui offrir un sac à 4000 balles qui fait, ça se trouve elle est en train de chialer en disant putain le train qu'on lui a acheté il coûtait quand même 200 boules putain merde. Cet enfant va nous rapporter des millions. Mais ça par contre retenez bien l'info, c'est une vraie info hein. C'était vraiment son premier film, gardez-le en tête parce qu'on va y revenir plus tard. Okay. Sur cette histoire de train et de caméra Super 8, etc. Je suis en train de penser à un truc. T'as dit que le piano se lançait avec cette scène avec sa mère et sa mère était pianiste. Sa mère était pianiste. Et c'est un hasard? Je ne crois pas. Bah, en même temps, c'est l'autobiographie de Samy. Donc on risque de trouver des infos qui sont vraies. Voilà. Y aurait-il des références à ses parents dans ce film autobiographique? Serait-ce véridique?
On continue dans la BA, le panneau Steven Spielberg présente dans une très belle police d'écriture sobre et épurée. J'ai joli ça. beaucoup aimé, hein, C'est beau. on est loin de tout ce qu'il a pu faire avant, Blockbuster et tout. Là, on repasse aux fondamentaux, quoi. C'est clair, net, précis. Comics en MS, très beau. En comics en MS. Steven Spielberg Productions presents. Et après la maman, il va falloir nous montrer que le reste de la famille, et notamment le papa Fableman, le papa Spielberg, qui lui, c'est toute une histoire. Hein. On va en parler tout au long de cet épisode. Ah oui, il paraît qu'il était connu. Enfin, connu. Mais ouais, papa est pas fun en fait. On se rend vite compte que papa, lui, il est pas dans le côté arty, il est pas trop dans cette mouvance-là. Lui, il est plus cartésien, il est plus scientifique. Et d'ailleurs, si on compare directement avec la vie de Steven Spielberg, il faut savoir que son père, Arnold Spielberg, décédé en 2020, c'était le créateur de l'ordinateur GE-225, qui n'a rien à voir avec... Qui est l'ancêtre de El Calculator. Oui, Ah, oui. Bah oui, c'est son père. Mais tout est lié. C'est le père de El Calculator. Mais voilà, GE pour General Electric. Et en fait, en 1959, cet ordinateur est créé. Ensuite, il va permettre, en gros, la première version de BASIC, qui est un langage de programmation qui a permis à toute une génération, notamment des noms que vous connaissez, comme Bill Gates, comme Steve Jobs, de pouvoir ensuite créer leur empire. Donc, son papa Spielberg, est-ce qu'il y aurait en fait un Bill Gates ? Tout l'argent qu'il a sorti de ses couilles. On n'aurait peut-être pas TikTok sans... C'est incroyable, non, enfin, je trouve ça fou quand même d'apprendre cette petite info. Et sa mère, elle s'appelle Léa Frances Adler, née Posner, qui est décédée en 2017. Hein, donc ça y est, il a plus de parents, le pauvre Steven. Ah, mais ils ont vécu longtemps. Hein. Bah ouais. Bah ouais, ils ont bien vécu. Hein. Ah ouais, dis-moi, le Spielberg, ça mange des légumes, ça, non Non, c'est parce qu'ils sont riches. Ah oui, c'est vrai. La richesse s'entretient. On continue dans la BR, on nous a présenté le papa qui est pas fun. Notamment... C'est Paul Dano. Ouais, notamment parce que lui, il décore pas les maisons à Noël. Bah ouais, d'ailleurs, Steven, Samy, il est un peu dégoûté, quoi. Oh, je trouve plus la maison, chérie. Bah, c'est celle qui est moche. C'est celle qui est moche et tout éteinte là-bas, voilà. Grosse ambiance dans la famille, bon, même s'ils ont l'air quand même. Mais après, tu comprends le discours. En fait, en vrai, ils fêtent pas Noël. C'est parce qu'ils fêtent pas Noël parce qu'ils sont juifs. Oui. Et en fait, tu te rends compte, on verra plus tard dans la BA, que cette question justement de la judéité, c'est important dans le film. C'est très important, on va y revenir. T'as bien fait de le préciser. On arrive sur la première expérience de cinéma de Steven Spielberg là, dans la BA. Et là, tout de suite, on va rentrer dans la féerie et certainement ce qui a marqué à jamais sa vie, étant donné que c'est le déclic moi, c'était Jurassic Park. Et lui, c'était ce film-là vers lequel il se dirige. Quel est ce film ? The Greatest Show on Earth. Ah mince, on l'avait... oui. Qui est traduit en français sous Le plus grand chapiteau du monde, qui est un film de Cécile B2000. Alors Cécile B2000, vous le connaissez parce que c'est aussi réalisateur de Péplum. De Péplum, oui. Blockbuster de l'époque, hein, Cléopâtre, Les 10 commandements pour ne citer que. C'est un peu, en gros, le père spirituel de Steven Spielberg qui lui a propulsé le blockbuster au devant de la scène. Donc voilà, un film sous le plus grand chapiteau du monde, The Greatest Show on Earth, avec Charlton Heston, Betty Hutton, James Stewart, entre autres. Je vous la fais courte, mais le synopsis, c'est en gros... Ça se passe dans un grand cirque et il y a le manager qui engage un nouveau trapéziste et ça va foutre un peu la merde, voilà quoi. Et il y a des petites intrigues policières, amoureuses au sein du cirque et tout ça est rythmé dans cette ambiance-là de féerie. C'est pas le film avec Hugh Jackman. C'est avec Hugh Jackman, ouais, récemment. Ça c'est The Greatest Show. The Greatest Show. Et Zendaya, je sais pas si ça, non c'est pas. Non mais c'est peut-être la même histoire, c'est peut-être Barnum et tout. Parce que non, mais il n'y a peut-être pas de rapport. Là, ça se passe dans un cirque. Et qu'est-ce qu'on voit à l'image dans cette BA ? On voit le petit Sammy / Steven Spielberg face à l'écran et qui a les yeux ouverts, grands comme des hublots. Et qui. Ils font trop peur, ses yeux. Il fait trop peur, ce gosse. Ouais. Bah, il est passionné. Après, je trouve qu'il fait très bien le fils de Paul Dano qui me fait peur aussi. Donc, Pourquoi il fait peur, Paul Dano ? Parce que, enfin, je sais pas. Moi, Paul Dano, à chaque fois, il peut jouer n'importe quel rôle. Pour moi, ça. Il jouera toujours un pédophile, quoi. Quoi ? Mais non. Avec ses lunettes, son air inquiétant. Il est toujours là, il te regarde avec un œil lubrique. Okay. Il a une camisette blanche, il arrive au plateau. Je l'adore, hein. Il est excellent acteur et tout. Oui, mais c'est un super acteur. mais je resterai pas tout seul dans un métro à minuit avec lui, quoi. Il y a peu de chances que ça arrive, t'inquiète pas. Bref, vous vous souvenez quand je vous ai dit, quand je vous ai parlé de ce train, de ce premier film qu'il avait fait et tout, je vous ai demandé de vous garder ça en tête parce que j'ai retrouvé pour vous un discours qui date de 2006 que Steven Spielberg il avait fait à l'American Academy of Achievements, qui est une association qui vise à éduquer et inspirer les jeunes aux États-Unis. Et bref, là-bas, Steven Spielberg, via l'anecdote de ce tout premier film, de ce petit train électrique qu'il avait filmé, il avait fait ce discours et il avait expliqué comment était née cette passion pour le cinéma. Donc je vais vous en lire un extrait.
Mais vous pourrez retrouver l'intégralité de ce discours que je mettrai en lien dans la description et je vous invite à le lire parce que c'est vraiment passionnant, surtout du fait que ça vient directement de la bouche de Steven Spielberg et qu'on ne passe pas par Wikipédia ou autre truc pour apprendre ça. Donc je me lance. Je vous lis un peu tout ce passage et vous allez voir. On en a pour combien de temps? Bon, on en a pour aller 3-4 minutes. Est-ce que tu vas imiter la voix de Steven Spielberg? Absolument pas, je ne sais pas du tout le faire. Alors, je me lance. Je vais partager avec vous comment tout a commencé. Tout ce que je vais vous dire est arrivé par accident. C'est arrivé alors que j'avais 6 ou 7 ans. Mon père est venu me voir et m'a dit « Je vais t'emmener voir le plus grand spectacle qui soit sur Terre ». Traduisez « The Greatest Show on Earth ». Et quand vous promettez à un gamin de 6-7 ans qu'il est sur le point de voir le plus grand spectacle du monde, je ne pouvais pas être plus excité. Mon père m'a expliqué que nous allions voir des artistes de cirque, des clowns, des trapézistes. Nous sommes alors partis en voiture vers Philadelphie. On roulait depuis plusieurs heures. 2h30, je crois bien. J'ai pas tout de suite compris, je m'attendais à voir une tente, et il n'y en avait pas. Il y avait juste un mur de briques rouges. Nous sommes entrés par 2 larges portes pour arriver dans une pièce faiblement éclairée. Et je n'avais toujours pas compris le lien avec le plus grand spectacle qu'il soit sur Terre. Je me suis assis dans un fauteuil. Ils étaient tous orientés dans la même direction, pas de gradins, juste des sièges. Il y avait un large rideau rouge. Je n'oublierai jamais ça. Puis le rideau s'est ouvert. Les lumières se sont éteintes et une image est apparue sur l'écran. Elle scintillait et apparaissait granuleuse car nous étions assis très près. Et soudain, j'ai réalisé que mon père m'avait menti, qu'il m'avait trahi, qu'il m'avait amené dans un cirque qui n'en était pas un. C'était un film sur le cirque. Je n'avais jamais vu de film avant. C'était la première fois. C'était un film de Cecil B. 2000 intitulé The Greatest Show on Earth qui date de 1952. Ce fut ma première expérience cinématographique et je suis devenu une nouvelle victime de cette drogue qu'on appelle cinéma. Au milieu de ce film, si vous vous en souvenez, il y a un énorme accident de train. C'est un désastre énorme. Tous les wagons s'encastrent les uns dans les autres. C'était une scène d'effets spéciaux et plus tard j'ai réalisé que c'était des maquettes. Mais ça avait l'air vraiment réel, le plus gros désastre que j'avais jamais vu. Ainsi est né mon intérêt non pas pour faire des films, mais pour demander à mon père de m'acheter un train électrique miniature. Et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à ce que cela devienne un circuit très complet. Pendant tout ce temps-là, nous avions déménagé de New Jersey à Phoenix en Arizona. Et quand vous avez 12 ans, il n'y a pas grand-chose à faire à Phoenix. Absolument rien. Donc, je devais occuper tout mon temps libre. Je me suis alors demandé si je pouvais recréer ce souvenir de The Greatest Show on Earth. Pouvais-je recréer l'accident de train? J'ai donc pris mes 2 trains et je les ai fait se rentrer dedans. Il y avait cette petite caméra à pellicule Kodak 8 mm avec 3 objectifs permutables. Je ne m'étais jamais intéressé aux caméras avant, mais je savais qu'en filmant les 2 trains se rentrer dedans, je pourrais revoir le film autant de fois que je le voulais. C'est comme ça que j'ai fait mon premier film. J'ai regardé le film encore et encore, et je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire d'autre avec cette caméra. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que je suis devenu réalisateur. Waouh! Donc en fait, t'es en train de dire qu'il nous a menti dans le film, il n'y avait pas de bateau. Je sais pas, il a peut-être adapté, mais en tout cas, voilà, c'est un vrai souvenir qu'il va certainement mettre en scène dans ce film, comme nous le montre la BA. Et c'est une vraie image pour lui ultra forte. Et je vous invite vraiment à lire ce discours-là, ça se lit très vite. Hein, c'est un discours qui dure quelques minutes en vrai. Mais voilà, il raconte à peu près tout son parcours. Et notamment après, il revient aussi sur les films qu'il a fait étant adolescent, plus tard, qui l'ont amené là où il est aujourd'hui. C'est beau. C'est un beau message d'espoir pour tous les jeunes. Ça serait jamais arrivé s'il avait des DVD à l'époque ou Netflix pour remater le film qu'il a vu au ciné. Ah, va savoir, peut-être qu'il existe aujourd'hui des petits Spielberg qui, grâce à Netflix, se sont créés de passion. Il avait 2 choix, hein, soit être cinéaste, soit aller à la SNCF, quoi. SNCF. Ou travailler dans les ordis comme son père. Mais il a choisi. T'imagines aujourd'hui Steven Spielberg, c'est le plus grand contrôleur de l'histoire de la SNCF. C'est un cheminot et tout. Alors c'est parti. 10 milliards de profits grâce à ses amendes. Gare du Nord. Dans un monde parallèle. Peut-être. Mais voilà, je trouve cette anecdote très belle. Et puis en plus, voilà, c'est l'imagination d'un gosse qui a amené là. Et depuis ce temps-là, il a jamais lâché ça, quoi. Même s'il y a certainement eu, comme le montre la BA, des tensions dans la famille, parce qu'il y avait clairement un père plus scientifique et une mère plus artiste. Hein. Donc forcément, quand on s'inquiète pour le seul enfant de la famille, parce qu'il faut savoir qu'il a 3 sœurs, hein, Steven Spielberg, donc c'est le seul garçon de la famille, c'est un peu... voilà. Surtout chez les autres, à compter pas, c'est ça? Oui. Bah non, c'était la bonne graine, hein. Je dis pas ça, mais sans trop rentrer dans les clichés, dans les familles juives, les garçons sont très choyés parce que... Voilà, les autres, elles sont partis faire la cuisine et le ménage, comme il fallait. On est dans les années 60, 50 à ce moment-là, donc ouais, attends.
c'est une autre, les mœurs étaient pas les mêmes. Bref, on revient dans l'ABA, ellipse temporelle, on est passé de ces petits garçons là qui découvraient Cécile B2000 et là on découvre un adolescent dans une salle de cinéma aussi, et c'est les débuts de Steven avec une caméra dans les mains. On le retrouve donc adolescent avec sa pote de scout, c'est des scouts clairement, comment ils sont habillés, c'est clairement des scouts, et il y a l'un d'eux qui demande mais qu'est-ce qu'on va faire comme film ? Et là c'est marrant parce que du coup on les voit partir à vélo, on les voit déambuler. Ah bah à là vélo. on pense On pense à toutes E.T. ces bandes de gamins à vélo dans les banlieues pavillonnaires à la E.T. Ah ouais. Donc tu vois qu'il a pioché aussi de son enfance pour le réinculquer dans ses films à lui, ou même les Goonies qu'il a produit aussi, tu vois. Cette petite bande à vélo, même l'image qui est reprise aujourd'hui par Stranger Things et compagnie. Et alors, Sammy, qu'est-ce qui se passe ? Sammy, du coup, il est adolescent et il commence à filmer sa famille, clairement. Là, ils sont en voiture, on les voit, ils filment des vacances, ils filment ses sœurs qui sont déguisées en momies. Excusez-moi, mais Seth Rogen ? Il y a Seth Rogen dans le film. Ah ouais ? Seth Rogen ? Mais... Attends, mais j'ai pas remarqué. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Bah, il est là. Il est là. Moi, je croyais qu'il faisait que fumer des pétards et faire des vidéos YouTube. Bah après, dans les années Mais 70, il y avait quelle beaucoup de estime pétards. de Seth Rogen. J'avoue, alors qu'il est talentueux, Seth Rogen. Bien sûr, c'est une blague, j'adore Seth Rogen. Oh la vache, c'est Seth Rogen avec ses lunettes. Bah alors, Erwan, c'est Seth Rogen. T'es vraiment sur le tard, le cinéma, toi. Mais pourtant... pourtant, je me suis bien rattrapé. Je suis sûr que Seth Rogen, il joue le tonton cool. Ah, moi j'ai une autre théorie, mais on va y revenir. Il joue l'amant de la femme. Ouais, Ah. oui. Tu crois ? Ouais. Ouais, je un pense. trouble. Je pense que Seth Rogen, c'est celui qu'est-ce qu'il qui fait a dans la piqué, voiture Mais non. Mais c'est un ami de la famille qui va pécho la mère. Tu connais l'histoire. je connais l'histoire, ouais, La c'est mère mon père Spielberg, spirituel. elle est partie. Ouais. Les En même parents temps, se sont séparés. Paul Dano, il avait l'air bien chiant aussi avec ses ordinateurs. Et puis elle était artiste, peut-être qu'elle avait des mœurs très ouvertes. C'est vrai que ces gens-là. Oh, le nombre de clichés qu'il y a. C'est les années 70. Non, mais c'est vrai que ces gens-là, ça sent la fumée et tout, parce qu'ils font des barbecues, et ça puis porte pas voilà, de ça couche à tout va. Ces gens-là, c'est saltimbanque. Mais oui. Ils mangent des hérissons et tout. Enfin, laisse On peut tomber. revenir à la BA. On peut revenir à la BA, merci Clément. Je tenais à dire que j'adorais, je crois que c'est mon image préférée de la BA, celle avec les gamins déguisés en momies, ou les sœurs, ou je sais pas qui, là, qui avancent en mode saccadé comme des momies et qui sont en train d'être filmés. Je sais pas pourquoi. En fait, ça, pour moi, ça me renvoie vraiment au fait de faire des films tout gamins avec 2 bouts de bois, et aussi un peu à l'ambiance film d'horreur, film à la, je sais pas, Gremlins, E.T., je sais pas. Mais qui a jamais fait ça ? Qui a jamais C'est une mis ambiance que j'adore. du PQ autour de soi pour faire une momie Je pense qu'on a tous fait ça, étant gosse. Non. Oui, C'est ça m'est arrivé. Le déguisement, le premier déguisement. T'as pas à fait ça, portée de main, Kevin ? quoi. Bon, on fera ça juste après l'enregistrement. Non, je jamais. Moi, je me déguisais en vampire. Ok, bah, je sais pas quoi Non, mais dire. tu à me ça. poses la question, moi je te réponds. Non, mais je t'ai pas posé la question. J'étais pas une putain de momie, moi. J'étais un sacré vampire. Moi je suis pas ok. comme vous, les momies. Là. Ah, nique les momies. Bon, bref, il commence du coup à s'intéresser au métier du cinéma avec sa petite caméra Super 8 et il va notamment produire, créer, réaliser des westerns avec sa petite bande de potes, ses sœurs aussi qui vont participer. Tout ça, Parce que dans les des vrais westerns, faits, hein. C'est Il y pas... a des trains. Ouais, non, mais les westerns, voilà. Donc, à peu près vers l'âge de 12 ans, quand il a commencé à faire son film de train et tout, il a continué avec les westerns et il a tout appris tout seul. Hein. Donc, sa petite caméra. Il a fait plusieurs films, je vais vous donner les noms. Ça a commencé avec The Last Gunfight. Hein. Donc, ça, c'était un des premiers films qu'il a fait en tant que scout. Donc, certainement, ce pourquoi il se pose la question, c'est copains scouts. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est certainement là que ça va lancer le truc. Qui durait 4 minutes, tout simplement. Et c'était avec la caméra Super 8 de son père. Ensuite, il enchaîne. L'histoire d'un duel de mafieux. C'est du western. Ah, western. Et ensuite, avec la caméra de son père, toujours la caméra Super 8, il enchaîne en 61 avec Escape to Nowhere et Battle Squad. 2 films de guerre. Attention. Le titre. Ah non, c'est 2 titres. Je crois que c'était un seul. Putain. 2 films de guerre. Et en 64, il fait un film qui s'appelle Firelight, qui est un film de science-fiction. Attention, je m'attendais pas à ça, mais ça dure 140 minutes. Oh putain. Ah oui. D'un seul coup, il est devenu ambitieux, auteuriste, quoi. 2h20. Alors là, c'est jusqu'à là son film le plus célèbre, hein, Firelight, donc qui réalise à l'âge de 16 ans. Et c'est un brouillon, clairement, de Rencontre du troisième type qui arrivera plus tard. Donc on est déjà, voilà, 2h20. Et c'est ça, petite anecdote, c'est produit pour $500 qui ont été généreusement donnés par son père. Et son père, ensuite, qui s'arrangera pour organiser une projection payante au cinéma local afin de récupérer son businessman, hein, le mec. Ouais, ingénieur jusqu'au bout. Attention, le pater, il est pas con, il y en a là-dedans. Le padré là, Bref, papa il est là, mais avec papa ça s'entend pas bien à la maison hein, à partir de ce moment-là, parce que clairement lui Steven il a choisi sa voie hein. Depuis Cécile B2000 il a rien lâché, il veut faire du cinéma, sauf que papa ça lui plaît pas, il trouve pas ça très rassurant pour l'avenir. On le comprend, faut toujours garder un plan de secours quoi. C'est surtout qu'apparemment il était pas très très bon en cours. Il pensait qu'au en cinéma, dehors de sa passion pour le ciné, voilà, je pense que son père n'était pas bien sécurisé sur l'avenir de son fils.
Ouais, et il est pas content dans la BR. On entend dire la maman qui dit tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant. Fils de pute. Non, j'ai rajouté ça. Mais heureusement, il y a Papy qui est là. Papy, lui, il encourage Sammy. Enfin, je pense que c'est le grand-père. Ouais, je sais pas ce qu'il fait là. D'ailleurs, il dénote complètement. Ils ont tous un peu des têtes de poupée, machin. Et lui, on a l'impression qu'il C'est sort le seul de... qui est en t-shirt en mode genre rien à foutre. Ouais. Je suis là. C'est le Papy. grand-père dans Eternal Little Miss Sunshine. C'est ça. C'est le même genre, quoi. C'est genre, hey, ça Mec va. cool, il a fait sa vie et maintenant. YOLO, fais ce que tu veux, mon. Sûrement le grand-père mon maternel, petit. il doit être Saint-Banque lui aussi. Donc papa il répond quoi à maman? Papa il lui dit il suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby, Steven. Enfin, Sammy, pardon. Et Sammy. Depuis le début. Ils avaient un van à fleurs. Oui. Sammy. Et Sammy il est pas content, il est là arrête d'appeler ça un hobby, tu vois pas que c'est vraiment quelque chose que je porte et tout. Un jour, je ferai 10 milliards. Mais on de va ouvrir profit. la petite parenthèse avec le conflit paternel parce que c'est quand même quelque chose qui a beaucoup marqué la vie de Steven et qu'on revoit beaucoup revenir en fil rouge au long de sa filmographie. Parce que bon, il a été en gros conflit avec son père, ça c'est quelque chose que peut-être des gens le savent déjà. Mais en tout cas, voilà, il désapprouvait la voie qu'il avait choisie, alors que sa mère, elle était artiste, pianiste, évidemment, elle l'encourageait là-dedans, c'est ce que nous montre la BA. D'ailleurs, elle le pousse à aller à la rencontre de son destin. D'ailleurs, il s'était exprimé, Steven Spielberg, par rapport à ça. Il dit « Je la mettais sur un piédestal alors que mon père était bien plus terre à terre. D'une certaine façon, c'était plus facile de le blâmer lui plutôt que quelqu'un que j'adulais. » Et après, pour vous la faire courte, en fait, on l'a déjà un peu teasé avec Kevin, c'est que son père, il va divorcer d'avec sa mère, ce qui va créer une grosse blessure chez Steven et qui va jamais vraiment s'en remettre, hein, du moins pas tout de suite. Et c'est ça qu'on va retrouver en fil rouge à travers de ses films, parce que quand on analyse bien, en fait, les films de Steven, ils montrent toujours un père soit absent, soit un père qui s'en va. Notamment pour les pères qui s'en vont, on peut penser, tu vois, directement avec Les Dents de la Mer. C'est clairement un père qui lâche ses enfants et qui décide d'aller chercher le requin, tu vois. Donc, ciao la famille, bonjour les requins. Dans E.T., il n'y a pas de père. Dans E.T., il n'y a pas de père, même Enfin, Elliot. c'est la mère Elliot qui est toute seule avec le les père est enfants. divorcé, on le comprend dans le film E.T. Et Elliot, d'ailleurs, il y a une scène où il pète un câble parce que il est en colère contre ce qui se passe. Les enfants, malheureusement, c'est eux qui trinquent à chaque fois, tu vois. Dans AI, la mère est ultra idéalisée et très présente, et le père est beaucoup plus insensible et très peu présent. Ouais. Par contre, il y a l'inventeur qui est un peu une sorte de père, l'inventeur du robot, et il y a peut-être un truc aussi. Il y a ça aussi, du coup, on a l'impression qu'il s'est rattaché à cette figure-là du gamin qui va se débrouiller tout seul. Notamment dans AI, c'est un gamin qui est peut-être à la recherche d'une figure paternelle, mais qui se débrouille tout seul. Dans Empire du Soleil aussi, avec Christian Bale, les débuts de Christian Bale, c'est clairement ça. Hein, c'est un gamin qui, face à la guerre, se retrouve tout seul, sans parents, sans rien. Il y a beaucoup de rêves comme ça au travers de ses films, même notamment dans Fievel, un film qu'il a produit. Fievel et le Nouveau Monde, un film d'animation de Don Bluth. De Don Bluth, où la petite souris se retrouve sans parents. Et on peut retrouver aussi, tu vois, si tu cherches un peu dans Arrête-moi si tu peux, il y a aussi ça, parce que c'est clairement aussi l'idée de la mère et là on en revient aussi à une histoire vraie de la vraie vie de Steven. La mère, Nathalie Baye, dans Arrête-moi si tu peux, elle est en mode adultère et tout, elle va fricoter ailleurs, et c'est un peu ce qui s'est passé dans la vie de Steven. Et voilà, c'est pour ça que je disais que peut-être que Seth Rogen, justement, campe le rôle de celui qui a remplacé son père, entre guillemets, quoi. En tout cas, voilà, mais voilà, quand tu grattes un peu, tu vois, tu retrouves ça même dans La Guerre des Mondes, tu retrouves ça. Ah bah oui, très les conflictuel, parents en plus. divorcés, le père qui doit faire ses preuves et tout, Ouais, puis alors le qu'il se père, surtout, retrouve avec ses gamins face au danger. Le père qui est absent, qui est irresponsable, oui, qui est pas bon, du coup va être confronté à sa propre responsabilité face à une catastrophe d'ampleur mondiale, tu vois, c'est... Il y a toujours la figure du père. Même Jurassic Park finalement. Dans Jurassic Park, il y a ça aussi. La figure du père, je sais pas du coup Alan s'il est Grant absent qui ou pas. veut pas du tout être père en fait, qui est pas prêt à s'occuper de gosses et tout. Il y a que finalement créer des liens avec les Jurassic gosses. Park que des femelles, pas de père. Hein. Pareil. Hein. Mais je trouve que c'est touchant parce que même s'il traite de ça à chaque fois et que c'est un peu effectivement des figures de père dysfonctionnelles, il y a aussi des moments de tendresse malgré tout, tu vois, tu sens qu'il a une espèce d'optimisme quand même face à ça. Par exemple, dans Les Dents de la Mer, il y a une scène hyper belle avec le père quand il mime à table. Chez eux. Dans Jurassic Park, c'est très touchant quand même de voir comme Alan Grant va, malgré lui, devoir un peu s'occuper des gosses et s'y attacher. Enfin, tu vois, il y a... Des enfants en plus, bon c'est pas dit, mais des enfants qui sont clairement dans une phase de divorce. Les parents divorcent apparemment. C'est pour ça qu'ils l'envoient chez le grand-père. Ils viennent sur l'île et tout. Ça c'est pas dit, mais c'est clairement ce qu'on a ressenti. Je crois pas que ce soit dit dans le film directement. Mais voilà, après tu grattes encore plus. Même il s'était exprimé lui par rapport à Lincoln. Alors vous allez me dire, mais quel lien avec Lincoln ?
Et il s'était exprimé en 2013 à la sortie du film de ce biopic historique là, sur le président. Il avait dit « Lincoln était le père d'une nation en besoin de réparation et les films que j'ai fait récemment reflètent la relation positive que j'ai avec mon père depuis 20-25 ans. » Ok. Donc il y a eu quand même rabibochage avec le pater, tu vois. Donc, c'est intéressant. Mais il a toujours mis cette image très importante dans ses films. Ça l'a aussi et d'ailleurs, si ça se trouve, il y a des gens qui ont fait des études là-dessus, tu vois, au fil de sa filmo. Peut-être qu'à une époque comme celle d'E.T., années 80, le père était complètement absent. Et à une époque dans les années 2000, comme par exemple la guerre des mondes, il mettait plus en avant quand même un père qui se rachète. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a eu une évolution par rapport à sa relation. Si on en croit ses dires, c'est à ce moment-là, justement, au début des années 2000, donc avant la guerre des mondes, avant tout ça. Je crois que la guerre des mondes, c'est milieu 2000, un truc comme ça. Ouais. C'est à ce moment-là, voilà, qui s'est rabiboché avec son pater et ça allait bien. Bon, maintenant, le pauvre est décédé, mais en tout cas, je sais, grâce à un très très beau documentaire sur OCS, je sais pas s'il est encore disponible, sur Steven Spielberg, en tout cas, je vous conseille d'aller le voir, où on parle vraiment de toute cette phase familiale un peu compliquée, avec le pater qui n'est pas là, et donc, ouais, c'était compliqué pour Steven, voilà, mais ça a aussi donné du boost à sa façon de raconter les films. Mais c'est vrai que si tu cherches des pères dans les films de Steven, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Même dans La Dernière Croisade, tu vois. Je pense à La Dernière Croisade, Indiana Jones, Sean Connery, quand il débarque, c'est en mode vas-y, j'ai jamais eu besoin de toi, qu'est-ce que tu viens faire là Donc voilà, mais il y a quand même, à la fin, réconciliation et tout. Bref, tout est beau, quoi. Et petit fun fact, Steven Spielberg, il a 7 enfants. Donc, c'est un père. Il a rattrapé le coup. C'est un père, ouais. Plus qu'un père. Il a bien pondu, le coco. Donc certainement qu'il ne reproduit pas les mêmes erreurs que son père. On revient tout de suite à la BA parce que c'est vrai que ça nous fait digresser, mais c'est normal. Hein, c'est aussi. Ça me fait juste penser en termes de reco, il y a eu un super documentaire d'Arte sur E.T. qui dure à peu près 1 heure et quelques, il y a 1 mois ou 2, donc il est peut-être encore dispo sur YouTube. Et en fait, ça parle surtout du tournage d'E.T. et de qui était Spielberg à ce moment-là, et ça parle beaucoup de sa relation avec les gamins acteur du film, et justement le fait qu'à ce moment-là il n'était pas encore père, je crois, et qu'il l'a été après, il a eu ses propres enfants après. Et il y avait aussi un espèce de questionnement du documentaire sur comment est sa relation lui avec les gamins en tant que lui-même gamin qui a été un peu abandonné par ses parents, etc. Enfin, voilà. On continue dans la BA, allez, on va se la torcher, ça commence à faire long. Maman elle est faux folle parce que maman elle a acheté un singe, parce que maman elle est... parce qu'elle est artiste, c'est pour ça. Parce qu'elle avait envie de rire. Oui. Pouvait s'acheter une petite cassette pour rigoler. Bon. Elle avait besoin de rire, du coup elle a acheté un singe. Si tout le monde faisait ça aujourd'hui, je pense qu'il y aurait plus beaucoup de singes dans les forêts. Hein. Ne faites pas ça. Donc, par contre, tu aurais de la merde de singes dans tous les apparts et dans toutes les maisons. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. On rigolerait bien. Donc elle nous fait un petit move à la Ross Geller là. Elle va chercher un singe. Ça c'est juste voilà pour ajouter un peu de comique de truculence dans la BA, parce que pour l'instant on était sur des choses qui étaient quand même un peu lourdes. On voit des scènes de tournage de ces westerns adolescents, tous ces petits copains boy scouts, ces petits copains collégiens qui viennent là faire des films avec la petite caméra Super 8 avec des systèmes D qui sont super ingénieux. On peut les voir notamment pousser un landau dans laquelle il pose la caméra, ce qui sert de travelling en fait tout simplement. Et une autre anecdote aussi, c'était sur l'impact des balles. Ça j'avais vu dans le documentaire OCS sur Spielberg. Il avait créé un système où en fait il cachait sous la terre des espèces de pelles, enfin bon bref, des trucs où tu marchais dessus et ça faisait jaillir la terre. Ah, trop bien. Du coup, quand les acteurs, les cow-boys couraient, ils devaient marcher sur les trucs et ça faisait l'impression qu'on leur tirait dessus derrière. Fallait faire gaffe, faut pas se prendre la pelle dans la gueule, je pense. Ah ouais, non. Il est ingénieux. Hein. Mais c'est ingénieux, et bien quand on voit les vraies images de ces films-là, des vrais films de Spielberg, tu fais putain, ça rend super bien. Il fait toujours ça aujourd'hui. Hein. Ça coûte moins cher. Maintenant, il a un peu plus de budget. Hein. Dans Il faut sauver les soldats Ryan. Dans le soldat Ryan. C'était des énormes pelles. Bon, enfin, Steven, pourquoi t'as demandé 200 000 pelles? Oh, t'inquiète. Donc voilà, on continue dans la BA, on voit qu'il y a des conflits dans la famille, on voit que le papy dit la famille, Lara, tout ça va te déchirer en deux, ce qui sera certainement au centre de ce film. Et ce sera pas la seule chose qui va les déchirer de cette pauvre famille, et notamment Steven, hein, car c'est lui le personnage principal, car l'antisémitisme est là. Est présent, parce que pour le rappeler, Steven il est issu d'une famille juive orthodoxe et l'antisémitisme malheureusement est venu frapper à leur porte à l'époque où ils habitaient à Phoenix, et ça a duré un petit moment, ça l'a beaucoup marqué ça. Même sa mère elle s'était exprimée au micro de la CBS, elle avait dit on vivait dans un quartier non juif et ces gens chantaient souvent les Spielberg sont des sales juifs, donc des bons Eric Cartman dans l'ambiance quoi. Ouais. Et une nuit, Steve s'est échappé de sa chambre pour tartiner leurs fenêtres de beurre de cacahuète. C'était merveilleux. C'est la mère qui dit ça? Ouais. C'est la version censurée de
Il a étalé sa merde sur les fenêtres. Non, pas du tout, il est pas fou. Et après, je leur ai lancé mon singe à la gueule. Ah, tac. Donc du coup, il a mis du temps à assumer sa judéité en fait. Steven Spielberg, il s'en est souvent caché. Et ce sera certainement au centre du film parce que c'est quand même aussi une grosse période dramatique de sa vie, l'antisémitisme. Parce que oui, tu vois, il y a pas mal d'images apparemment à l'école aussi où il avait l'air d'en subir aussi avec le donut là avec marqué Jew Hall. Ouais. Après, doit être gratuit. Hein. Moi, je prends. J'aime ton positivisme. Bah oui, c'est ça. C'est vrai qu'il faut voir toujours le bon côté des choses. Faut voir le verre à moitié plein plutôt que l'inverse. Mais tu vois, après, évidemment, ça c'est encore aussi comme par rapport à l'image de son père, c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé dans sa filmographie, notamment dans les années 90 avec La liste de Schindler, qui représentera l'aboutissement d'un long processus de réconciliation avec ses racines, quoi. Ça a été un peu son film de la maturité, hein, La liste de Schindler, film d'ailleurs pour lequel je crois que c'est la première fois qu'il prend l'Oscar du réal. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est... Voilà, l'année qui a suivi celle de Jurassic Park. Comme quoi, on peut pas s'aider. Il en a eu que 2, je crois, Oscar du meilleur réal. Je crois qu'il y a eu ça et la liste et le Soldat Ryan, si je dis pas de bêtises. Mais il me semble avoir vu en regardant les infos, en révisant, qu'il en avait eu 3 en tout des Oscars, dont 2 meilleurs réals. Et meilleur film du coup pour c'est ça. La liste pour La liste de Schindler. Pour je sais plus quoi. Ouais, je sais plus. Mais pas tant que ça. Enfin, je me suis dit en tout cas pas tant que ça, tu vois, par rapport à la notoriété. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un d'oscarisé, évidemment, depuis le temps. Il a mis moins de temps que Martin Scorsese, par exemple, qui est un autre de ses collègues de l'époque, quoi, qui a dû attendre les infiltrés pour qu'on récompense enfin. On termine la BA, on passe dans les doutes artistiques parce que Sami, il est là, il sait plus quoi faire. Sa mère, elle lui lâche une morale. Sa mère lui lâche une morale à la Disney qui lui dit fais ce que ton cœur t'ordonne. C'est vraiment ça, tu l'entends dans tous les Disney. Et tu l'entends aussi dans ce film. Dreams are real. Tu vis dans ça part en chanson après avec le singe qui le singe qui se branche à l'ampli. Allez. La BA nous dit capturer chaque instant et ça se termine sur la fin de la bobine et nous revoilà dans la voiture avec la maman qui s'exprime au petit Sami, hein, qui revient du cinéma, qui revient de Cécile B2000 et qui lui demande doucement quelle scène est-ce que tu as préférée? Le train. Je sais pas, je tente. Logiquement. Je pense que c'est le train. Je pense qu'il se souvient que du train. Mais voilà, c'est le titre qui apparaît et c'est la fin de cette BA, les amis, de Fabelmans. Alors, avez-vous envie de voir ce film avec cette BA? Kevin? Non, j'en ai rien à faire. Moi, non, je n'ose y croire. C'est faux. Mais bien sûr que j'ai très envie de le voir, parce que j'ai très envie de voir tout ce que fait Steven Spielberg, parce que c'est peut-être le plus grand réalisateur américain, en tout cas le plus grand réalisateur américain contemporain, je trouve. Donc j'irai voir tout ce qu'il fait. Je le suis quasiment sur tous ses choix, même les choix un peu plus ratés, comme Ready Player One ou des trucs comme ça, où c'est pas forcément hyper maîtrisé. Mais là, ça a l'air d'être un peu... son film son film Requiem, j'ai envie de dire. C'est un peu, j'ai l'impression qu'il pourrait mourir après. C'est pas ce que je souhaite, hein, mais j'ai l'impression que c'est le film qu'il devait faire avant de partir. Alors il s'est exprimé par rapport à ça, il a dit c'est pas son chant de cygne, hein, le chant du cygne, pardon. C'est ça que je voulais dire, le chant du cygne. C'est pas son chant du cygne. Voilà. Il a d'autres projets, j'imagine. Oui, parce que les gens pensent que du coup après ça il va aller hop, il va mettre la clé sous la porte et puis ciao, je pars. Mais tu sens qu'il avait besoin de le faire. Non, puis voilà, la BA, les images sont magnifiques, ça a l'air d'être hyper poignant, hyper personnel. Puis moi j'aime bien les films qui parlent du cinéma aussi, donc non, je suis très hypé. J'espère qu'il va pas nous décevoir, le petit. Ah, et toi Clémence, as-tu envie de voir ce film avec cette bande-annonce? Bah oui, évidemment, pour les mêmes raisons que Kevin. Et puis la bande-annonce, elle donne envie, je trouve. Le casting est super, ça me hype. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment des belles images qui transmettent bien la passion du cinéma et des choses même qui sont un peu universelles et qui nous concernent aussi, comme revenir d'un film, d'une séance de film, dire ce qu'on a préféré. Enfin, voilà, je trouve que c'est assez juste. On s'y retrouve, t'as l'impression que ça va être des petites madeleines comme ça qui vont être appréciables. Et puis je suis curieuse je connais pas bien en fait la vie de Spielberg à part ce que j'ai un peu révisé là pour notre épisode, donc je suis curieuse de voir comment il le raconte. Erwan, as-tu envie de voir ce film avec cette BA, toi? Bah oui. Tout à fait. Comme vous avez à peu près dit, ça donne envie et en plus moi j'aime bien les biopics. Enfin en plus si c'est autobiographique, du coup t'as encore plus de personnel, quoi. Enfin t'as plus de chances que ça soit que ça soit vrai, quoi.
Mais j'aime bien tout ce qui est biographique. Donc, et puis voilà, il sera très rarement, comme disait Kevin, quoi. C'est quand même, comme on disait, le père du blockbuster. Il fait des films qui mettent d'accord tout le monde et ça fait du bien. Donc très envie de le Donc, voir. très envie d'être d'accord avec tout le monde la semaine prochaine. Je vous rejoins évidemment. De toute façon, moi, de toute manière, tout ce qui est estampillé Steven Spielberg, évidemment, je fonce, étant donné que pour moi, c'est un père spirituel. Hein, c'est celui qui m'a lancé dans cette voie qu'est le cinéma. C'est mon train électrique à moi, hein, c'est mon Cécile B2000 à moi. T'es son 8e enfant. Il le sait pas, mais je suis son 8e enfant. Un jour, t'as l'air d'être au courant de toutes les histoires familiales et tout, comme un vrai fan hardcore un peu. Il y a Noël chez Spielberg et il y a Romain à la fenêtre qui fait moi je suis là aussi. Hein. Je connais aussi très bien son notaire, hein, c'est aussi pour ça que. Non, mais j'espère que l'héritage, là, il m'oubliera pas, hein, Steven, tape juste. Mais non, mais bien sûr, voilà, c'est un film qui a l'air de vendre beaucoup de nostalgie poétique, encore une fois, avec cette enfance qu'il a coutume de lui très bien traiter dans ses films. En plus de ça, techniquement, ça a l'air balèze, hein, on n'en a pas parlé, mais la photographie a l'air trop belle. La musique, encore une fois, John Williams, hein, qui rempile avec Steven. Donc oui, puis c'est vrai que le casting, il est au top. Alors c'est clair que c'est vrai que je vais peut-être pas en apprendre beaucoup sur sa vie, mais en tout cas, si c'est raconté par Steven sur sa vie à lui, il y a de fortes chances que ce soit très plaisant. En plus, en se disant qu'il a repris la plume pour écrire lui-même les scénarios. Non, vraiment, il y a tout qui me laisse pas porter que c'est un bon film, notamment quand tu regardes aussi aux côtés déjà du palmarès. Hein. On n'est pas encore aux Oscars, mais il a déjà 2 Golden Globes, donc il est déjà salué par la critique, donc c'est un peu une valeur sûre. Même s'il n'a plus rien à prouver. Non, mais j'ai vraiment très hâte de voir ce film. Et puis c'est vrai que ça va aussi lui permettre peut-être de se libérer de ses démons, d'utiliser en tout cas cet art qu'il a tant servi durant toute sa vie pour pouvoir là vraiment thérapeutiquement peut-être voilà, en tout cas nous proposer quelque chose de fort et aussi de certainement très utile pour lui. Donc j'ai envie de partager ce bonheur avec lui. Et je sens que ça va être bien. Mais c'est vrai que là, on a tendance dernièrement à voir que les réalisateurs se portent souvent sur la question sur est-ce que j'utiliserai pas le 7e art, cet art qui a fait de moi quelqu'un de célèbre pour pouvoir justement expier comme ça mes problèmes, les mettre aussi en histoire, alors plus ou moins fictionnelle, mais en tout cas réelle au départ. Est-ce que l'autobiographie cinématographique n'est pas devenue une mode ? Tu vois, parce que je pense notamment, là, juste pour ne citer que à Belfast de Kenneth Branagh, ou encore à Armageddon Time de James Gray qui sont sortis l'année dernière, et qui utilisent clairement l'autobiographie comme moteur. Donc il y en a eu beaucoup, hein, des films autobiographiques. C'est pas une première, hein, c'est pas Steven qui a lancé le truc, mais tu vois, depuis les années 20 déjà, on a déjà commencé à parler d'autobiographie dans le cinéma. Je pense notamment, tu vois, en 59 avec les 400 coups de Truffaut, qui est clairement, même si c'est une histoire autour d'Antoine Doinel, mais qui est clairement les souvenirs de Truffaut durant son enfance pour raconter son histoire. On peut aller un peu plus loin, tu vois, en 2013 avec Les Garçons Guillaume à table de Guillaume Gallienne, qui est clairement aussi pareil, qui est venu piocher dans sa vie à lui pour nourrir son film. Patient de Grand Corps Malade, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah non. Qui raconte clairement l'histoire de Grand Corps Malade, avec l'histoire de ce jeune homme qui finit en soins intensifs et dans les soins de rééducation. Donc qui est clairement l'histoire de Grand Corps Malade, hein, qu'on sait avec sa béquille. Il y en a eu pas mal comme ça, des films. Je ne vais pas tous vous les citer, il y en a beaucoup. Vous pouvez en trouver sur Internet si vous voulez. Mais je vous ai demandé à vous, comme on est dans l'autobiographie cinéma, de recommander aux gens un film autobiographique que vous avez envie de partager et que vous portez dans votre cœur. Erwan, on va commencer par toi. Quel film, toi, tu as choisi pour nous parler de l'autobiographie au cinéma ? Pour parler de l'autobiographie au cinéma, je vais me décaler un tout petit peu du cinéma parce que moi je recommande Comment c'est loin d'Orelsan, bon choix, intéressant, co-réalisé par Orelsan, qui en fait retrace un peu le début de la carrière d'Orelsan avec son camarade Gringe, et en fait qui est très intéressant parce que l'œuvre en fait entière d'Orelsan est autobiographique, parce que déjà ces albums en fait reviennent déjà un peu sur sa vie. Juste avant, ils avaient sorti leur album Casseur-Flotteur, qui était déjà une espèce d'opéra rap. C'est ça, le film, c'est l'adaptation de leur album. De leur album, ouais, c'est ça. Donc ils ont, je sais plus, 2 jours, je crois, pour écrire un hit, un single. Et comme c'est 2 patachons, c'est ça, ils s'y arrivent pas. Ils surfent sur ce qu'il fait Orelsan et Gringe, les Casseurs-Flotteurs. Ils surfent sur la loser attitude. La galère, tout ça.
Et non, c'est super intéressant en fait de mettre en image déjà un album qui est sorti 1 an auparavant, je crois, ou 1 ou 2 ans auparavant, je sais plus. Peut-être plus, j'en sais rien. Et en plus, qui va être un peu creusé aussi par la suite avec la sortie de la série filmée par son frère. Ne montre jamais ça à personne. Que je n'ai pas encore vu d'ailleurs, parce que c'est sur Amazon et je n'ai pas Amazon. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en plus, c'est ultra complémentaire. Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce premier album Casseur-Flotteur, en plus, qui raconte clairement une journée de 24 heures de ces deux-là qui branlent rien. Album, ouais. Donc chaque chanson, c'est 1 heure. C'est marrant. Ensuite, c'est l'adaptation en film. Ensuite, il y a la série bloquée. Ensuite, je crois qu'il y a aussi la BO du film qui sort et qui, pareil, continue dans cette mouvance-là. Et en fait, ils font un peu le tour comme ça pour raconter en fait d'où ils viennent les deux. Et ça se passe à Caen. C'est toujours autour des personnages. Et du coup, en fait, t'as des petits détails qui sont disséminés par-ci par-là. Et en fait, tu peux te faire vraiment une mythologie d'Orelsan. Avec un final sur Inachevé que moi je me souviens. Qui est incroyable. Qui vraiment m'avait foutu les poils à ce moment-là. À recommander si vous n'avez pas vu Comment c'est loin, film d'Orelsan. Pas que, il y en a aussi. Co-réalisé, ouais. Oui, co-réalisé, il est pas tout seul. Il est avec Christophe Offenstein aussi à la co-réalisation. À recommander, c'était ta reco, ça m'étonne pas de toi parce que tu es très très fan d'Orelsan depuis longtemps. Clémence, une reco de cinéma autobiographique. Oui, c'était un autre film autobiographique qui est celui de Marjane Satrapi, Persépolis. En fait, c'est l'adaptation de 4 albums de BD qu'elle avait déjà écrits avant et c'est la première fois qu'elle a touché au cinéma d'animation, notamment pour adapter ça. Et c'est une histoire vraiment très très particulière qui est la sienne parce qu'elle est iranienne, que ça raconte son enfance quand elle avait moins de 10 ans, qu'elle était à Téhéran et qu'à l'époque il y avait la chute d'un régime, la République islamique qui était hyper pas contraignante, c'est pas le mot, mais qui réduisait vraiment les droits de tout le monde, et notamment des femmes, parce qu'elles devaient porter le voile, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Et en fait, elle a grandi dans une famille qui était très ouverte et très cultivée, donc elle était un peu rebelle par rapport à ça, et elle faisait plein de choses qu'il ne fallait pas, en fait. Du coup, elle se trouvait un peu entravée et en décalage effectivement par rapport à ce mode de vie, avec en plus la guerre contre l'Irak qui arrive pendant ces années-là aussi, donc vraiment de la répression, un mode de vie qui devient d'un seul coup très 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 dur et pénible. Et en fait ça raconte ensuite son adolescence, le fait que ses parents l'ont envoyée en fait en Autriche, qu'après elle est partie en France, donc c'est vraiment très personnel. Et à l'époque ça a été ce film a été en sélection pour le Festival de Cannes, je crois, pour la compétition officielle. Je ne sais plus si c'était 2007 ou 2008. Et ça a fait polémique parce que quand le film a été en sélection pour Cannes, la République islamique d'Iran, en fait, s'est élevée et s'est inquiétée de ça parce que, d'après eux, ça dressait un tableau irréel des conséquences et des réussites de la révolution islamique. C'est-à-dire, pour eux, c'était vraiment une caricature inacceptable, en fait, de leur régime. Et un peu comme plein de choses maintenant qu'on peut voir, les caricatures Charlie Hebdo, etc. Et même au Liban, le film avait été interdit de diffusion. Enfin, en Iran, au Liban, voilà, le film a quand même fait couler beaucoup d'encre dans ces pays-là. Et Marjane Satrapi, elle a tenu bon. Enfin, en tout cas, elle a expliqué, elle, que ça donnait plutôt une vision qui était à hauteur d'enfant, qui était une vision finalement qui voulait un peu défier les stéréotypes et montrer que les Iraniens qui vivaient à Téhéran à cette époque-là n'étaient pas tous, pas tous les mêmes, leur donner un peu d'humanité en fait, voilà. Et je trouvais intéressant de se dire que cette biographie, enfin ce film biographique, est fait en animation. Et je voulais juste donner quelques paroles de ce qu'elle avait dit à propos de ça. Pourquoi un film d'animation et pas un film en images réelles? Marjane Satrapi, elle expliquait qu'avec les images réelles, ça devient tout de suite l'histoire de gens qui vivent loin dans un pays étranger qui ne sont pas comme nous. C'est au mieux une histoire exotique et au pire une histoire de tiers-mondistes. Or, si les albums BD qu'elle avait réalisés ont aussi bien marché partout, c'est parce que l'abstraction du dessin, qui plus est du dessin en noir et blanc, a permis à chacun de s'identifier totalement. Donc voilà, c'est ce qui a fait, je pense, la réussite de ce film, qui est finalement très très parlant parce que ça parle d'enfance, d'adolescence, de liberté, de révolte, et c'est très universel. Et c'est vrai que le design des persos, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent vu à ce moment-là dans l'animation, au moment où c'est sorti, et on s'en souvient comme ça. Bon, en tout cas, c'est vrai que je savais pas qu'elle avait fait des BD avant ça. J'ai vu le film avant d'avoir su que c'était une BD, et ça m'avait marqué, tu vois, ce noir et blanc, le fait que ce soit
pas grossier, mais assez simple, et en même temps que ça va permettre aussi de raconter quelque chose de dur. Je me souviens que ce film m'avait marqué, je l'avais acheté en DVD parce que j'étais attiré par la pochette d'album. Enfin, la pochette du DVD, pardon. Et il a été primé de plusieurs prix, et notamment le prix du jury au Festival de Cannes. Donc pas la Palme d'Or, mais le prix du jury. Ouais, belle reco. Mais ça m'étonne pas de toi qui est dans les livres. Kevin, oui, une reco sur l'autobiographie au cinéma. J'ai une reco sur l'autobiographie au cinéma, effectivement, incroyable. Mon cher Romain, c'est incroyable. J'ai travaillé, c'est pas comme si tu me l'avais pas demandé. Ton film qui sort dans un mois là. Mon film qui s'appelle Kevin. Simplement. Tout simplement. Non, je vais vous parler un petit peu du Miroir de Tarkovsky. Ouh, lourd. Alors lourd, ça a l'air comme ça, parce que Tarkovsky c'est un nom qui fait peur, mais en fait c'est beaucoup plus accessible qu'on pense, parce que c'est du cinéma de la sensation, c'est un cinéma très poétique, et toi qui aimes Terrence Malick notamment, c'est un cinéma qui devrait te parler, parce que c'est vraiment un cinéma de la poésie et de la sensation avant tout. Donc pour contextualiser, c'est un film de 74, le pitch très grossièrement, c'est un gars malade qui est à la quarantaine, qui est mourant à moitié et qui va se remémorer des instants de sa vie, mais dans le désordre, avec ce qui semble être un questionnement sur comment raconter vraiment des souvenirs, parce que tu vas avoir des séquences de films qui vont être plus réalistes, d'autres qui vont être plus oniriques, tout va se mélanger un petit peu, ça va passer de son enfance avec sa mère à la séparation de sa femme, avec sa femme par exemple, enfin bref, c'est un film à découvrir là-dessus, c'est vraiment ce questionnement sur comment on va raconter une vie et comment on va faire passer les sensations, les sentiments, et comment nos souvenirs peuvent aussi déformer les faits, et comment la façon dont nous on a de raconter notre vie, et est-ce que c'est vraiment la vie qu'on a vécue. Et c'est passionnant comme film, je recommande grandement, c'est hyper poétique, c'est hyper sensible, c'est un grand film à regarder, il y a des images esthétiques qui te restent en tête toute ta vie. Moi j'avais vu en cours de cinéma pour la première fois Le Miroir, avec notamment une scène de lavage de cheveux qui est très connue, que je sais pas si vous avez déjà vu, en noir et blanc au ralenti, avec une femme qui se penche sur une bassine et qui va se laver les cheveux très lentement, et c'est justement la vision qu'il a de sa mère notamment. Et Tarkovsky, c'est beau, il y a beaucoup de choses à dire, c'est un monument absolu, sans Tarkovsky il n'y a pas Terrence Malick, c'est un pont de la poésie au cinéma, et c'est surtout, c'est comme je disais, ce questionnement sur comment raconter une histoire qui est illustré dès le début du film avec une scène qui est totalement décorrélée de l'histoire, où tu vois juste un homme chez l'orthophoniste qui bégaye et qui essaye de prononcer une phrase sans bégayer, et finalement je trouve que c'est la note d'intention du film, de comment raconter mon histoire sans bégayer, de manière à ce que ce soit intelligible, et c'est vraiment très beau à voir. Ça a l'air hermétique, mais ça n'est pas tant que ça. Ouais, c'est bien raconté en tout cas, c'est bien vendu, ça donne envie, alors que je sais que si je me lance dedans, ça ne marchera pas. Mais c'est gratuit sur YouTube, alors vous pouvez le regarder, et ça c'est bien. Film complet sur YouTube. Incroyable. Dépêchez-vous, maintenant que je l'ai dit, peut-être qu'ils vont l'enlever. Et merci en tout cas, c'est vrai que ça donne envie de voir. J'ai pas osé me lancer dans ça, parce que je sais que Tarkovsky c'est du lourd, hein. On a tendance parfois à en avoir un peu peur, mais là vu comment c'est vendu, ça me donne envie en tout cas. Voilà. On va terminer avec ma petite reco à moi, je vais pas m'étendre. Parmi tous les films autobiographiques qui ont fait ces dernières années, il y en a un qui me reste en tête, un qui m'habite toujours, qui la première fois que je l'ai vu m'a fait verser ma larme et m'a fait dire que cet homme est un génie du cinéma, c'est Roma. De Alfonso Cuarón, alors que vous connaissez peut-être, et si vous ne le connaissez pas, alors précipitez-vous. En tout cas, Alfonso Cuarón, vous le connaissez, vous avez forcément vu un de ses films. Si vous ne voyez pas qui c'est, Alfonso Cuarón, c'est celui qui est derrière Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, c'est celui qui a fait Gravity, c'est le mec qui s'est aussi occupé du très fantastique, incroyable film de SF, Les Fils de l'Homme. Oh oui. Et qui, entre-temps, après ça, nous a aussi sorti un film qui s'appelle Roma, un film beaucoup plus intimiste, dans lequel Cuarón va venir insuffler ses petits souvenirs d'enfance. Et en fait, on va suivre l'histoire de cette famille dans le Mexique des années 70, une famille plutôt aisée, dans lequel il y a deux femmes domestiques, dont une, Cléo, qui sera entre autres le personnage principal, même si c'est pas dit comme ça dans le film. Et donc dans un très beau noir et blanc, contemplatif, lent, dans ce Mexique des années 70, la Cléo va être au centre de cette histoire, parce qu'elle va venir en aide à la famille, car la mère de famille va se faire lâchement abandonner par le mari, qui va partir avec sa maîtresse, et donc du coup les deux femmes vont finir par s'entraider. Et voilà, c'est un film qui est lent, qui est contemplatif, qui est à milieu de ce que peut être un Gravity ou un Harry Potter,
mais c'est un film qui est beau sa mère, parce que techniquement, c'est une image noir et blanc léchée comme jamais j'en ai vu. Ça m'a emmené dans des petites madeleines d'enfance que j'ai adoré déguster avec lui. Et vraiment, c'était surprenant et ça m'a conforté du fait que ce réalisateur est un vrai réal et que même s'il a passé par ces petites cases blockbuster hollywoodiennes, le fait de revenir à ses racines après un Hollywood, comme ont pu le faire ses deux autres compères, Guillermo del Toro ou Iñárritu, je trouve que ça met en exergue son talent, quoi. Et vraiment, le film est beau, c'est puissant. Alors, vous attendez pas du Fast and Furious, hein, vraiment, je l'ai déjà dit, c'est un film qui prend son temps. C'est un film qui va peut-être pas sembler raconter grand-chose, mais en même temps qui dit tout. Et il y a des plans séquences, parce que c'est aussi quand même sa patte à Alfonso Cuarón, hein. Il y a des plans séquences dans ce film, mais qui sont juste techniquement tellement géniesques que tu te dis, ok, c'est bon qu'on lui donne un Oscar. D'ailleurs, ça a été le cas. On lui a donné un Oscar pour le meilleur film étranger. Donc ça, c'était quand même assez fort. Et aussi un Oscar en tant que meilleur réalisateur. Voilà, en 2019. Un film qui a marqué et que je regrette forcément, comme c'est du Netflix, de ne jamais avoir pu le voir sur grand écran. Car c'est un film clairement prévu pour le grand écran, mais malheureusement... C'est un des tout premiers, non ? C'était un des films sortis sur Netflix qui était film d'auteur produit par Netflix. Ouais. Oui, après, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup d'autres après lui qui sont venus, mais Roma, si vous avez jamais vu Roma, mais que vous connaissez Alfonso Cuarón, peut-être que vous avez passé à côté de l'info, allez regarder Roma, c'est magnifique. Voilà, j'adore. Ouais, autant l'image que le son, c'est pour ça que c'est dommage de ne pas avoir pu le voir en salle. Sur le son, et puis le noir et blanc, c'est vraiment un noir et blanc ultra léché. Hypnotisant. C'est dingo, j'adore. Voilà, Roma, c'était des belles recos, merci. Hein. C'est vrai que voilà, tous ces films autobiographiques, ça commence à devenir la petite mode là. Voilà, qui sera le prochain ? Peut-être Emmanuel Mouret, hein. On l'attend au tournant. Sur ses différents mariages et adultères. Peut-être. 4 mariages et 25 divorces. Plus de divorces que de mariages. Emmanuel Mouret. Bon, ça c'était nos avis après cette petite mini-théma sur les films autobiographiques, sur la bande-annonce, sur le film de Fabelmans de Steven Spielberg. Mais qu'en pense la sphère, la webosphère, qu'en pense Internet? C'est tout de suite avec le comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Clémence, j'imagine qu'un Spielberg, ça fait beaucoup parler sur Internet. Ah, eh bien, écoute, ça ne fait pas autant parler que les blockbusters d'aujourd'hui, figure-toi. Ah, les salauds, si c'est oui, pas du Marvel. Il faut se rendre à l'évidence. Hein, il n'y a personne. Et c'est assez partagé. En fait, c'est marrant justement parce que je trouve qu'il y a quand même un côté très générationnel de Spielberg et tu verras que les commentaires qui sont positifs, j'ai l'impression que c'est des personnes plutôt âgées, entre guillemets, et que des gens plus jeunes sont plus en mode négatif sur cette BA. Ah ouais, c'est très Il y a un binaire, peu un quoi. clivage des gens hypés et des pas hypés. Ok. Je commence avec le positif, notamment Gilles Bovrode, qui a écrit en capitale Steven Spielberg, oh my god avec moult smiley. Je suis en larmes, désolé. C'est l'émotion à la vue de cette très jolie BA. Son autobiographie, The Fabelmans, coécrit et réalisée par Steven Spielberg. La musique de John Williams m'a secoué. Voilà. Travaille à Wikipédia, lui. Il a fait la fiche technique. On peut le comprendre. Avant que tu dises les smileys, je pensais vraiment que c'était un daron parce que tu sais, les darons, ils ont tendance à écrire en majuscule. En fait, je pense que c'est un daron parce qu'il a mis vraiment des smileys dans tous les sens. Donc, c'est le genre de personne qui illustre un peu trop. Est-ce qu'il y a des smileys qui n'ont rien à voir avec le truc, genre une fleur? Alors, il y a smiley qui fait. Il y a smiley qui pleure avec un sourire, il y a smiley qui ouvre les mains, il y a une étoile, un cœur enrobé, une étoile qui scintille, des étoiles qui scintillent, un petit truc qui envoie des cotillons, une caméra, un clap. Est-ce qu'au lieu d'un espace, il y a un point entre les mots? Non. Non, mais déjà, je l'imagine très bien, c'est comme ça, avec le téléphone à 30 cm, avec un doigt à chercher dans tous les smileys. Oh, clap, je le mets. Cœur, oh oui, je le mets. J'avoue. Bon, il s'appelle Gilles aussi, hein, accessoirement. Un autre commentaire très positif qui est celui de Reda Manseri qui a écrit « Spielberg a toujours capturé le regard de ses acteurs et captivé celui de son public. Capturer le regard des acteurs pour rechercher l'émotion et susciter l'émotion. Susciter la même frayeur, le même ébahissement.
On voit surtout des regards dans cette bande-annonce. Il y a comme une ligne claire autour de chaque œil. Dans les films de Spielberg, il y a toujours eu la découverte du fantastique par un mouvement vers un regard émerveillé et soutenu, un regard sur un trésor ou une cité perdue dans Indiana Jones, sur un extraterrestre, sur un vaisseau spatial, sur un requin. Ici, c'est mon regard ébloui sur ces regards que je trouve beau. Oh la vache. Que je trouve beau. L'émerveillement des êtres en émerveillement. Spielberg me raconte que c'est pour ça qu'il a fait du cinéma et je trouve cela splendide. Ok. Inspiré. Ouais. Non mais c'est joli, c'est passionné. C'est joli. Oui. J'espère qu'il est content qu'on ait porté un regard sur son Ah ouais, commentaire. j'avoue parce qu'il a dû mettre du temps à l'écrire. C'est de la poésie. Porter une écoute sur son écoute, c'est important. Bon, voilà, après il y a plusieurs gens hypés. Tanguy Duval qui dit Tonton Spielberg ne ferait-il pas un petit biopic sur son enfance? J'irai le voir, c'est Est-ce que ce certain. serait pas un petit biopic qu'il est en train de nous faire, le tonton, là? Attendez, j'ai décelé 2-3 indices. Mais hélas, il y a donc aussi des gens qui ne sont pas hypés. Peut-être des gens qui trollent. On sait jamais. Allez savoir, parce que par exemple, donc son pseudo à celui-ci, bon, il a une photo de profil PS5 et il a un pseudo qui s'appelle Pas besoin de me liker. Je pressens le petit troll. Et il dit Spielberg, il a écrit avec un T à la fin. Spielberg. Spielberg me déçoit toujours car il ne fait rien depuis longtemps. Il devrait faire des films très spectaculaires comme Avatar ou Ready One, ou Titanic, ou Jaws ou autre. James Cameron est meilleur. Ah là, ok. Le combat, ok. Et on parle d'un poids plume mais d'un poids lourd. Qu'est-ce que c'est pas la même catégorie, enfin voyons. C'est marrant, tu sais, il s'est vraiment planté sur tout quoi. Il a mis du coup Ready Player One, j'imagine. Ready One, qui est un de ses films dans une liste de Cameron. Enfin, Oui. ça y a rien qui va. Bon, bah, il préfère Cameron, mais en même temps. Bah après, je peux comprendre, tu vois, que la nouvelle génération soit un peu moins sensible à Spielberg, que tous les films qu'on a cités de lui, en fait, c'est avant 2001 surtout. Enfin, après 2000, il a pas Ouais. fait grand chose. Tu vois, Ne dis pas comme j'ai cet pas- énergumène. J'ai pas dit qu'il avait rien fait. Attention, hein. Mais je veux dire, il commençait à espacer un peu ses Ouais. films, et il y avait moins de films Cameron, il marquants. met 15 quoi. ans de ses films, c'est bon. Non, mais c'est vrai Non, que ça. mais C'est une ce que autre je veux dire, c'est vibe. que c'est normal que la nouvelle Il a eu génération 20 soit un peu moins ans, sensible. Il a eu 20 ans des années 80 à la fin des années 90 où il était très prolifique et c'était clairement le pattern film sérieux blockbuster, film sérieux blockbuster. Tu vois, c'était Jurassic Park, The Schindler, Ouais. Mais c'était Jurassic que Park des 2. bangers, tu vois. Ensuite Amistad. Ensuite, tu vois, il y avait. Et nous, on a grandi avec ça, et je pense que la génération d'après, Ouais. ils le connaissent plus pour Lincoln. Bah, oui, mais il y a Ou eu Ready Lincoln. One, Enfin, mais- après, il y a eu Ils sont Ready bien. One. Ouais, mais du coup, Ready One, c'est vachement bien, Ready One. Ready One, j'avoue, j'ai rien dit. Ready One avec toutes ses références à la pop culture et au geek. Oui, c'est vrai. J'ai adoré, moi. On peut voir dedans la DeLorean, la fameuse voiture de retour vers le futur. Bon, et alors les derniers commentaires sont pas très sympas. C'est ceux de Michel TV qui dit boring. C'est tout. Ouais, il a juste écrit ça et il y a Cathy C'est vraiment Charmansa pas qui lui sympa. a répondu. Cathy Charmansa a répondu en disant quoi? Comment peut-on trouver cette mise en bouche ennuyeuse? Mise en bouche. Cette mise en bouche. Fais ta mise en bouche, c'est un bon nom de podcast. ouais, Fais ta mise en bouche. Jeune polisson. Ça fait ça. Et puis il y a enfin un dernier, Dams, qui a écrit boring. M'intéresse pas une seconde. Il est loin le temps de Jurassic Park. Oh, mais c'est. Oh les gars, enfin. Ils sont occupés à juger. Enfin, merde. Oh. Ouais. Oh, Mais on se Hey, détend, on merde. se détend, c'est toi qui es boring, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde dit boring D'ailleurs, d'ailleurs c'est lui qui doit se faire chier pour écrire boring Ouais. en commentaire YouTube, quoi. Dams en plus. Quoi. En plus, Dams, il a pas autre chose à foutre. Il a pas un album à faire là. Putain, va en studio, putain, merde. Dams, Ok. oh. Ah, ils sont boring, ces gens qui mettent boring. Ok, et ben merci Clémence pour ce petit tour des commentaires. Bon bah voilà, hein, c'est binaire, hein, clairement. C'est binaire. Mais c'était pareil, je crois, pour West Side Story. Hein. C'était genre en mode attends, Steven Spielberg, il nous a habitués à mieux et tout. Hey, c'est un papy maintenant, laissez-le faire ce qu'il veut. Hein. Ah oui, il a Et plus puis rien c'est à pas prouver. parce que on parle pas de robots, science-fiction, aliens, extraterrestres, dinosaures que ça veut pas dire que c'est pas du spectacle. Ouais, c'est ça. C'est. Mais moi, je pense qu'en vrai, ça va être certainement très bien, mais il cadre pas avec les standards d'Hollywood d'aujourd'hui. Tu vois. West Side Story, ça a été un four et je m'attends à ce que The Fabelmans, ok, ça va être récompensé, mais ça va peut-être être un four niveau chiffres. En tout cas, si c'est reconnu par la profession, je pense que c'est ça qui l'intéresse lui. Bah, après, en termes de rentabilité, blockbuster, entrée en salle, bon, il a fait ses armes déjà. Steven, il s'en fout. Hein, maintenant, il est dans sa période. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Quoi. Mais tant mieux. Moi, en tout cas, ce film, techniquement, il a l'air propre. Musicalement, ça a l'air propre. En termes de comédie, ça a l'air propre. Par voilà. contre,
Par contre, pas de dinosaures, ouais, dommage. Non, j'allais dire le titre. Ah oui, ouais, j'ai encore, tu vois, j'ai les mécaniques à reprendre là. C'est vrai que le titre, le titre de Fableman. c'est quand même un... Déjà, c'est pas lui. C'est ce qu'on appelait The Spielbergs. Pourquoi donner un nom de super-héros à ce film, quoi? Il y en a pas. Peut-être qu'ils ont choisi ça pour faire genre c'est un film de super-héros. Putain, les marketeurs sont trop géniaux, quoi. Génie. T'as vu le nouveau Marvel, Fableman? Putain, j'étais étonné. Écoute, c'est du génie, mais moi je pense qu'il y a du génie aussi autour de cette table et on va renommer ce film. Allez. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Ah, ça fait plaisir de retrouver le Fais ton titre, ça fait longtemps. Alors, ce film, The Fablemans... Nul. Boring. Chips. Alors, Kevin, où est-ce que tu nous emmènes toi aujourd'hui avec tes titres? Oh, je ne sais pas, pas si loin que ça. C'était pas facile à retitrer, j'ai trouvé quand même, mine de rien. Mais j'en ai 3 quand même. Ah ouais. Le premier, c'est Steven Wonder. Donc les merveilles de Steven. Bah, tu peux mettre Stevie Wonder direct. Hein. Non, parce que je me dis là, c'est Stevie vraiment. Wonder. C'est pas son pote, il a pas appelé Stevie non plus. C'est pas mon pote, je le connais pas personnellement. Ah ouais. Je respecte. Donc ça sera Stéphane. Stéphane Wonder. Ensuite, j'avais les films de l'homme. Le jeu de mots avec les films de l'homme. C'est pas mal. Voilà, c'est globalement. Faut vraiment l'avoir là, la fin. Et j'en ai un, et là je sais que c'est la victoire assurée. Jurassic Park Origins. Non, mais je l'ai moi ça aussi de mon côté. Oh non, c'est honteux, c'est honteux. Moi j'avais les Dents de la Mer Origins, non? Pas vous. On va tous les faire. Voilà, c'est tout. 1941 Origins. Ouais. Lincoln Origins. Lincoln. Il y a tout. Ready One Origins. Ready One Origins. Ready One. Ok, bon, ouais, il essaye de me prendre avec les Origins. Bah, moi j'avais Steven Origins dans les Origins. Et je trouve que là pour le coup ça marche quoi. Attendez, Steven Origins. Non mais faut pas que ça marche, faut que ça c'est mieux. Non, faut que ça d'habitude, fasse mieux j'ai titillé un peu sur l'espièglerie avec mes titres Origins, mais là pour le coup ça fonctionne quoi. Steven Origins. Bon bref, à toi Clémence. J'en ai 2 et une petite catchphrase. Alors il y en a un qui est pas très bien mais il me fait rire, c'est il faut sauver le cinéma. C'est nul. Oui, non, moi, mais non. Il y a un début de proposition de quelque chose de bien. Non, mais vous allez pas le peaufiner, on s'en fout, on le laisse de côté. Il faut sauver le cinéma, c'est Godard quoi. Tu fais ça exprès pour nous provoquer. Et l'autre c'est Stevie l'extraterrestre. Et la catchphrase c'est on connaît sa bobine par cœur. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ton titre. Mais c'est bien Stevie l'extraterrestre, moi j'aime bien. Écoute, je suis pas là pour être objectif. Et quoi d'autre? Ok, pardon, c'est tout. C'est tout. Ok, putain. Ok, waouh. On a parlé des marketeurs avant et tout. Avec Erwan, ça va être dur là. Pas beaucoup mieux. Pas beaucoup mieux. Alors, j'ai Maman vient mater ma bio. Putain. Ça a commencé très mal, j'ai eu très peur. Mais non. En fait, de base, j'avais Maman, j'ai raté ma bio, mais comme ça, c'est pas raté, ça a pas l'air raté. Ouais, j'avoue. Ça aurait été bien qu'il nous fasse une douille. Là, ça aurait marché du tonnerre. Ah putain. Alors j'en ai un. Il va demander une explication, mais c'est sur le rapport avec le père un peu plus scientifique et tout. Silence Saturne. Mais merde. Et le dernier, c'est l'élan de la mer. L'élan, elle lui donne de l'élan. De la mer, sa maman. Sa maman. L'élan de la mer. Romain? C'est pas mal. Moi j'avais Steven Origins. Ah bah franchement Après, on se retrouve la semaine prochaine pour là la moisson non mais c'était pas simple hein, en vrai. C'était pas facile hein. Déjà on peut pas détourner le titre parce que The Fableman ça veut rien dire. Bah si c'est le nom de la famille. Oui c'est le nom de la famille, mais ce que je veux dire c'est que tu peux pas faire de The Fableman contre les voilà quoi. Non soit Steven Origins soit Stevie Wonders. Stevie Wonders c'est pas mal. Ça respecte pas le titre de Kevin, ça respecte pas l'œuvre originale. Non mais c'est un travail d'équipe, tu vois, oui, on a brainstorm. Parce qu'il y a le Stevie et l'extraterrestre. Bah ouais, on a du Stevie là, on a du Wonder là. Stevie Wonders, histoire de bien mettre ça en beau packaging. Stevie Wonders, sachant que ça va nous parler de tout ce qui a émerveillé cet enfant qui nous a émerveillé ensuite par la... c'est bien le regard de notre regard sur son regard émerveillé. Le regard sur le regard de sa mère, de son père et de ses frères et de ses sœurs. Ce qui est un peu paradoxal quand on parle de Stevie Wonder. Voilà. Qu'est-ce que vous Attends, pensez? il pourrait avoir une catchphrase genre il a émerveillé notre regard. L'homme qui nous a ouvert les yeux sur ce qu'est réellement le cinéma. Stevie Wonders.
Tu vois, Ouais, c'est bien, ouais. J'aime bien. Allez, moi je signe. Qu'est-ce que vous en pensez? Kevin, il est dubitatif, il aime pas qu'on ait touché à son titre. Ouais. Moi, je prends ça comme une agression, une insulte. Une agression. Mais moi, je prends ça comme un beau travail viol. d'équipe. J'aimerais porter plainte. Duquel nous allons tous sortir vainqueurs. Nous attendons. Je viens d'envoyer le recommandé là. Ah oui, je l'ai fait sous vos yeux. Et bah, tu pourras aller te plaindre à la rubrique du fait en titre, à la brigade du fait en titre. Bah, ils vont m'entendre. Bon, allez, ça part, c'est travail d'équipe. Stevie Wonders. On a échappé de très peu à Jurassic Park Origins. Ça aurait été génial. Oui. Plus ça va, plus je l'aime bien. Mais tu vois, c'est un titre, il met son temps, mais il commence à séduire. C'est vrai que c'est bien. Mais... Ouais, allez, Stevie Wonders, c'est bien. Vous dormirez dessus et puis après on retournera à la séquence, c'est pas de problème. Hein. Stevie Wonders, découvrez l'histoire de Spielberg Boulevard. Petite pensée à William. Non, voilà, Stevie Wonder suivi de la catchphrase découvrez l'histoire de l'homme qui nous a invités à porter un nouveau regard sur le cinéma. Waouh, elle est longue. Mais je trouverai on trouvera un truc avec le regard. On fera un truc. Bon, allez, ça fait déjà 1 heure et quelques qu'on est en train d'enregistrer. On va peut-être se dire au revoir sur ce beau titre. Ouais. Allez, c'est parti, emballer, c'est peser, ça fera le taf. Et puis ça fait pas beaucoup à faire en Photoshop. C'est très bien. Ah, c'est donc ça. Voilà. C'est donc ça. J'en étais sûr. C'est donc ça. Allez, on va se dire au revoir et on vous dit ce qui se passe pour l'épisode suivant. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà. M'avait manqué de dire voilà pendant ces mois passés dans mon Vietnam natal. Voilà, c'était l'épisode consacré à tonton Stevie, notre Dieu à tous, Père du cinéma, amen, on t'aime. En tout cas, on reviendra en match retour pour vous dire ce qu'on a pensé de ce film-là, The Fabelmans. Nous, la semaine prochaine, nous irons vers une autre BA, mais on restera du côté auteuriste avec un film attendu aussi, mine de rien, qui parle aussi de cinéma, comme quoi tout est lié. Le prochain Sam Mendes, qui n'est autre que Empire of Light, donc de Sam Mendes, je l'ai dit. Donc ce sera la première fois qu'on aura Sam Mendes. Samy Un autre Samy, tiens. Tout est lié, faut croire. Bref, on dit au revoir aux douilles, on dit peut-être bonjour au bon film. Surtout qu'il y en avait des douilles dans son dernier film. C'était quoi? 1917. Ah, et beaucoup de douilles, ouais, au sens propre, ouais, c'est vrai. Ils ont douillé. Le bon mot, toujours. Toujours l'esprit, le jeu de mots, toujours. Empire of Light, Sam Mendes, la prochaine BA. Vous pouvez écouter tous nos autres épisodes sur les plateformes d'écoute, vous les connaissez. Mais maintenant aussi, on a autre chose. Non, on a quoi? Est-ce qu'on a quoi? YouTube, les amis. On a quoi? On a un YouTube. Je referai peut-être une autre annonce plus tard, mais on a un YouTube. On dit une chaîne YouTube quand on est un vrai millennial. Bah, je suis pas un millennial déjà. Moi, je suis né en 1989. Désolé. Bah, si, t'es un millennial du coup. Oh, vous me cassez les couilles. On est tous des boomers en vrai. Allons pas se mentir. Voilà quoi. Où est-ce que Boeing. Boom. Allez, on a un YouTube. Une chaîne YouTube, pardon. Donc vous allez me liker ça, vous allez vous abonner, vous allez me mettre la cloche. Je me retrouve comme tous ces connards qui disent ça, quoi. Un pouce bleu, la cloche. Vous partagez ça en masse. On veut vous voir en team forte derrière pour soutenir le YouTube Fetabéa. Et puis voilà, on vous attend là-dessus. Et puis sinon, c'est aussi les autres réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Je vous dis au revoir. Merci à toutes et à toutes. Bisous. Ciao. Ciao. Shoshana! C'est fini par un ro. Ça va pas? T'as roté? Non, j'ai fait ciao, mais j'ai pas roté. T'as roté dans ton ciao. J'ai pas roté. J'ai pas roté. Moi, je rote jamais. Je suis pas un roteur. Malandrin, malotru, fils de pute.